Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Parle avec moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Thomas pour un sujet qui, je crois, concerne chacun de nous, peu importe où l'on vit ou d'où l'on vient. Thomas, tu es là? Bien sûr Camille, et je partage ton enthousiasme. Aujourd'hui, on va parler de l'identité dans un monde globalisé. Un thème qui, au fond, traverse nos vies quotidiennes, même si parfois, on n'en a pas pleinement conscience. Je pense à cette scène toute simple, prendre le métro à Paris, entendre des conversations dans 5 langues différentes, croiser des styles vestimentaires venus des 4 coins du monde. On sent que la planète est devenue un village. Mais alors, qu'est-ce que cela change pour notre identité ? Exactement. Et c'est peut-être là que la question se pose. Est-ce que cette ouverture sur le monde enrichit notre identité, ou bien est-ce qu'elle la dilue? C'est une interrogation que je me fais souvent, notamment parce que j'ai grandi dans une famille multiculturelle et que j'ai parfois eu du mal à répondre à la fameuse question « Mais au fond, tu es d'où, toi ?» C'est la question qui fâche, ou du moins, qui fait réfléchir. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'identité n'est jamais une donnée figée. On a tendance à la penser comme une sorte de noyau stable, mais en réalité, elle se construit et se reconstruit sans cesse, au gré des rencontres, des voyages, des influences. Dans le contexte actuel, où les frontières culturelles sont plus poreuses que jamais, cette dynamique s'accélère. Ce qui était autrefois une exception, vivre entre plusieurs langues, plusieurs cultures, devient quasiment la norme dans de nombreux milieux urbains. Oui, et dans cette mesure, on pourrait dire que la mondialisation agit comme un catalyseur. Elle met en lumière la complexité de nos identités, tout en bousculant certaines certitudes. À titre personnel, j'ai longtemps cherché à concilier mes origines françaises et algériennes. Adolescente, je ressentais parfois une tension. Avais-je le droit de me revendiquer des deux côtés? Ou devais-je choisir? Mais, en rencontrant d'autres personnes avec des parcours similaires, j'ai compris que cette tension pouvait devenir une richesse, à condition de l'assumer. Ce que tu décris, Camille, me rappelle ce que j'ai vécu lorsque j'ai passé 1 an à l'étranger, en Suède. Au début, j'avais l'impression de devoir représenter la France, comme si j'étais l'ambassadeur de tout un pays. Rapidement, j'ai réalisé que ma propre identité était bien plus nuancée que cela. J'ai découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas, simplement parce que j'étais confronté à d'autres codes, d'autres habitudes, d'autres attentes sociales. Il y a aussi un aspect qui, selon moi, est devenu incontournable, celui des réseaux sociaux. On ne peut plus vraiment parler d'identité sans évoquer la façon dont elle est exposée, voire mise en scène, en ligne. Chacun construit une sorte de vitrine personnelle sur Instagram, LinkedIn ou TikTok. Et cette vitrine, elle est souvent hybride, faite d'éléments empruntés à différentes cultures, mais aussi de choix stratégiques. On choisit ce que l'on montre, ce que l'on tait, ce que l'on exagère. Est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne de qui l'on est vraiment? C'est toute la question de l'authenticité, non ? D'autant plus que grâce à Internet, on a accès à un réservoir quasi infini de références. On peut, en quelques minutes, écouter de la musique coréenne, regarder une série espagnole, suivre des influenceurs américains. Cela favorise une sorte de patchwork identitaire qui peut être vécu comme une liberté, mais aussi comme un vertige. On peut se sentir perdu, ne plus savoir à quel groupe on appartient vraiment. En même temps, il ne faudrait pas oublier que cette diversité peut aussi être source de créativité. Beaucoup d'artistes, par exemple, revendiquent aujourd'hui leur identité plurielle, et c'est précisément ce mélange qui fait leur force. Je pense à des chanteurs comme Stromae ou Angèle, qui jouent avec les codes, les langues, les styles. Cela leur permet de toucher un public beaucoup plus large, mais aussi de porter un message plus universel. Ce qui est intéressant, c'est que la mondialisation suscite à la fois un désir d'ouverture et un besoin de repli identitaire. On le voit dans les débats sur la laïcité, sur le port de signes religieux, sur la place des langues régionales ou minoritaires. D'un côté, il y a cette aspiration à l'universalisme, dépasser les clivages, construire un monde où chacun est citoyen de la planète.
De l'autre, il y a la crainte de perdre ce qui fait la singularité de chaque culture. J'ai l'impression que ce tiraillement est particulièrement fort chez les jeunes générations. Beaucoup revendiquent une identité européenne, voire mondiale, tout en cherchant à préserver des traditions locales, des modes de vie hérités de leurs parents ou grands-parents. Ce n'est pas forcément contradictoire, mais cela exige une capacité à jongler avec des références multiples, à faire des compromis, à accepter que l'on ne rentrera jamais complètement dans une case. Sans oublier que, dans certains contextes, l'affirmation de son identité peut être perçue comme un acte politique. Revendiquer ses origines, sa langue, sa religion, ce n'est pas anodin, surtout lorsqu'on appartient à une minorité. Cela peut être vécu comme une forme de résistance face à une certaine uniformisation culturelle qui est parfois imposée par l'économie, les médias ou même les politiques publiques. Je trouve que le monde du travail illustre bien ces enjeux. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la diversité est valorisée, au moins en théorie. On parle d'équipes multiculturelles, de gestion de la diversité, d'inclusion. Mais dans les faits, il existe encore des discriminations, des incompréhensions, parfois même une forme d'hypocrisie. On demande aux salariés d'être eux-mêmes, tout en leur imposant des codes très stricts, parfois très éloignés de leur culture d'origine. C'est vrai. Et dans ce contexte, il peut être difficile de savoir jusqu'où on peut exprimer son identité. Est-ce qu'on a le droit de parler sa langue maternelle à la pause café? De porter certains vêtements traditionnels? De célébrer des fêtes religieuses ou culturelles au bureau? Les réponses varient énormément selon les entreprises, les secteurs, les pays. Mais il me semble que plus une organisation valorise réellement la diversité, plus elle gagne en créativité et en capacité d'adaptation. Il y a néanmoins une limite à ne pas franchir, celle de l'instrumentalisation de la diversité. Parfois, la différence devient un argument marketing, une sorte de label, sans que cela change quoi que ce soit aux pratiques réelles. Cela peut créer un malaise, voire un sentiment d'exploitation chez les personnes concernées. L'authenticité, encore une fois, doit rester au cœur de la démarche. Tiens Camille, tu as utilisé tout à l'heure l'expression « jongler avec des références multiples ». Je trouve que c'est une formulation très française qui illustre bien la complexité de l'identité aujourd'hui. Jongler avec, c'est réussir à gérer plusieurs choses en même temps, souvent de manière habile, parfois dans l'urgence. Dans le contexte de l'identité, cela traduit bien cette idée d'équilibre précaire, de mouvement constant, voire de performance. Oui, et c'est intéressant parce que cette expression n'a pas d'équivalent direct dans toutes les langues. Elle suggère à la fois une forme de créativité et une certaine fragilité. Jongler, c'est aussi risquer de tout faire tomber. Cela en dit long, je crois, sur la condition de celles et ceux qui vivent entre plusieurs mondes. Pour finir, j'aimerais poser la question du futur. Est-ce que, dans un monde de plus en plus globalisé, on va vers une identité standardisée, un modèle unique, ou au contraire, vers une multiplication des identités hybrides, mouvantes, créatives? Il me semble que l'enjeu, ce n'est pas de choisir entre l'enracinement et l'ouverture, mais d'inventer de nouvelles façons d'être soi, en dialogue avec les autres. Je partage ton point de vue, Thomas. Pour moi, l'identité ne devrait pas être une prison, mais un point de départ, une base sur laquelle on peut construire, expérimenter, évoluer. Cela demande du courage, parfois de la résilience, mais c'est aussi ce qui rend la vie passionnante. Au fond, ce n'est pas tant la question « qui suis-je » qui importe, mais celle de « qui ai-je envie de devenir » et avec qui. Et vous, chers auditeurs, comment vivez-vous votre identité dans un monde globalisé? Avez-vous le sentiment de devoir choisir entre différentes appartenances ou bien arrivez-vous à les concilier? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Pour résumer, on a vu que l'identité, loin d'être une essence immuable, est en perpétuelle construction, notamment sous l'effet de la mondialisation. Cette ouverture sur le monde peut être source d'enrichissement, de créativité, mais aussi de tension, de doute, voire de conflit.
Les réseaux sociaux, le monde du travail, les débats politiques et culturels montrent que la question de l'identité reste centrale, complexe et profondément actuelle. Il s'agit, pour chacun, de trouver un équilibre entre enracinement et ouverture, authenticité et adaptation. Si ce sujet vous parle, ou si vous avez envie de réagir à nos propos, laissez-nous un commentaire. Racontez-nous votre histoire, vos questionnements, vos difficultés ou vos petites victoires. On a hâte de vous lire. Merci beaucoup Camille pour cet échange riche et sincère. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner chaque semaine dans ces réflexions parfois intimes, mais toujours passionnantes. On se retrouve très vite sur Parle avec moi. À bientôt, et surtout, prenez soin de votre identité, quelle qu'elle soit.